12-13 dimanche, le magazine politique de France 3. Invité aujourd'hui, Laurent Wauquiez, vice-président de l'UMP et ancien ministre. Il sera interrogé par Francis Letellier, France 3, et Cécile Cornudet, éditorialiste au journal Les Échos. Et merci Laurent Wauquiez d'être sur le plateau de 12-13 dimanche. Les élections européennes et l'arrivée du Front National en tête dimanche dernier a eu des effets inattendus parce que c'est l'UMP qui s'en est plutôt mieux sorti électoralement que le PS, mais c'est votre parti qui vole en éclats depuis quelques jours. Les 5 mois qui nous séparent maintenant du congrès de votre parti risquent d'être longs parce que l'UMP est décapité pour l'instant. Jean-François Copé a été poussé vers la sortie. Il est remplacé en urgence par un trio d'anciens premiers ministres, François Fillon, Alain Juppé, Jean-Pierre Raffarin. Et pendant que l'UMP règle encore ses comptes, la droite apparaît inaudible aux Français qui, eux, attendent des réponses à leurs problèmes, que ce soit l'emploi, le chômage, la réforme territoriale aussi. On va en parler ce midi. Mais on va commencer par l'image de la semaine, c'est l'évacuation du camp où vivaient, entre guillemets, plus de 500 migrants à Calais, des gens qui fuient la guerre, venus de Syrie, d'Afghanistan aussi. Quel sentiment ça vous inspire? D'abord, évidemment, on peut avoir de la compassion pour la situation de ce qui se passe dans les camps à Calais. Mais pour moi, surtout, il faut qu'on soit lucide sur ce que ça symbolise. Le symbole, c'est l'échec de notre politique d'immigration. Le symbole, c'est le symbole d'une France qui n'arrive pas à contrôler son immigration. Avec un double signe d'impuissance. D'abord, des étrangers qui sont en situation irrégulière, qui sont en France. Et ensuite, on n'arrive pas non plus à organiser leur retour dans leur pays. Alors on fait quoi? Pour moi, il y a une seule solution. C'est que ce qui est à l'origine de cette faillite, c'est la politique européenne d'immigration, qui n'organise pas le contrôle. Parce qu'il rentre par où? Oui, mais on fait quoi? On remet des frontières? Je vais être très clair. Je pense que la France doit sortir du système de politique européenne d'immigration. Parce qu'on n'arrive pas à contrôler. En fait, il rentre par où? Il rentre par la Grèce, il rentre par Lampedusa. Ensuite, par le biais du système de politique européenne de l'immigration, ils passent d'un pays à l'autre. Et ils arrivent en France, où ils se retrouvent face à la mer, face à l'Angleterre, qui, elle, n'est pas dans Schengen. Et donc je crois que la France doit reprendre le contrôle et la maîtrise de sa politique d'immigration, avoir la possibilité à ses propres frontières d'organiser des contrôles et donc pouvoir arrêter les étrangers en situation irrégulière au moment où ils basculent sur le territoire français. Ce qu'aujourd'hui on n'est plus capable de faire. Ces images, ça fait combien de temps qu'on les a? Ça fait 10 ans. Oui, mais regardez, justement, il y a 10 ans, c'était Sangatte, un autre camp un petit peu plus au nord de la France, et Nicolas Sarkozy l'avait fermé. C'était une opération spectaculaire, sauf qu'aujourd'hui, ça a donné Calais. Donc finalement, Nicolas Sarkozy s'est heurté au même problème, finalement. Mais c'est bien pour ça que, pour moi, il ne s'agit pas juste de fermer un camp, il ne s'agit pas juste de traiter Sangatte ou de traiter Calais, il s'agit d'apporter une réponse de fond. La réponse de fond, c'est que l'Europe de l'immigration aboutit à une passoire, dans laquelle, au fond, on n'arrive pas à contrôler ces flux d'étrangers irréguliers. C'est pas bon pour eux, parce qu'ils arrivent dans une situation de désespoir qui est catastrophique. Ça n'est pas bon pour nous, parce qu'on voit bien qu'on n'apporte aucune réponse. Donc pour moi, c'est clair que sur ce sujet-là, l'Europe ne marche pas, et donc il faut que la France retrouve la maîtrise nationale de sa politique d'immigration. On va parler maintenant du chômage qui continue d'augmenter de mois en mois, autant de plaies ouvertes qui minent le moral des Français. On peut y ajouter aussi les rentrées fiscales qui ne rentrent pas parce qu'il y a la crise. Le chômage d'abord, 14 000 demandeurs d'emploi supplémentaires en avril. François Hollande a dit que la présidentielle de 2007, à ses yeux, se jouera là-dessus. Il sera candidat ou pas, ou il sera élu ou pas, si le chômage baisse. François Hollande est-il le seul responsable de l'augmentation du chômage? Non, mais il est quand même président de la République. C'est-à-dire, mois après mois, on a des mauvais chiffres du chômage. Est-ce que je peux poser une question? Qu'est-ce qui a changé? C'est-à-dire, depuis septembre, on nous a dit, bon, d'abord, la courbe du chômage va s'inverser, et puis ensuite, la reprise arrive. Ça fait maintenant quasiment 9 mois. Qu'est-ce qui est sur la table? Le fameux pacte de responsabilité, il n'est toujours pas en œuvre. Ça, c'est sa faute. Ça, c'est sa responsabilité. C'est sa faute ou c'est aussi, comme le dit la CFDT, à cause du MEDEF qui en veut toujours plus et qui brouille les cartes? Moi, j'aime pas ces attitudes de politique qui consistent à dire c'est pas moi, c'est l'autre, etc. Ce que je constate, c'est que ça fait 9 mois qu'on a des chiffres de dégradation majeure du chômage, que le président de la République a fait des annonces et qu'il n'y a rien sur la table. Mais c'est pas nouveau, puisque Nicolas Sarkozy s'est heurté aussi. Il y avait à ça, il y avait 1000 chômeurs de plus par mois. Vous avez raison. C'est pour ça que, et vous parliez au début d'une opposition qui reprend de la voix, je ne veux pas me contenter d'opposer. Il y a des propositions qu'on peut faire sur la table. Et je demande en urgence, mais je le dis bien en urgence, parce que sinon, si rien ne change, les chiffres ne changeront pas. Qu'on adopte un programme zéro charge pour les PME qui embauchent des salariés. Zéro charge. Il faut que la France change son logiciel. Nous, on pense à faire payer aux gens des charges avant même qu'ils soient embauchés dans un emploi. Je préfère qu'ils soient dans un emploi plutôt qu'ils payent des charges. Donc la proposition serait très simple. Toute entreprise de moins de 50 salariés qui embauche quelqu'un le ferait sans aucune charge. C'est un programme qui avait marché. Moins 50 salariés, c'est-à-dire que vous gardez les seuils sociaux, vous?
Oui, parce que quelle est la vérité? La vérité, c'est que ceux qui embauchent le plus en France, ce sont les petites entreprises, ce sont les PME. Le seuil de 50 salariés, c'est pertinent pour vous? Le seuil de 50 salariés pour une politique d'embauche d'emploi, il est pertinent. Parce que c'est là où il y a les principales embauches. Et donc, cette mesure-là, elle est très pragmatique, elle est très simple, elle est lisible. Et il n'y a pas besoin d'attendre les grandes négociations, les partenaires sociaux qui font du foin en se mettant autour de la table. Allons droit au but. Il y a une situation d'urgence, ça peut y remédier. Le ministre du Travail, François Rebsamen, estimait avant la publication des chiffres ne pas s'attendre à une amélioration immédiate du chômage, pas non plus à une aggravation significative. Ce sera peut-être valable pour les mois qui viennent. Pour vous, l'inversion de la courbe du chômage, est-ce que c'est envisageable et quand? Mais vous voyez, on parlait de la dégradation de la politique. Les scandales financiers, le sentiment d'impuissance, ça c'est catastrophique. Enfin, moi, j'attends pas du ministre de l'Emploi qui commande chaque mois les chiffres du chômage en disant c'est un peu chaud, c'est un peu froid. Tout le monde les commande de ce point de vue. Oui, mais surtout, il est ministre de l'Emploi. Qu'est-ce qu'il attend? Qu'il agisse, qu'il fasse quelque chose. Ça fait 5 mois d'inaction déjà. Qu'est-ce qu'on attend? Et donc là, au moins, je fais une proposition simple. Je tends la main au gouvernement, je suis dans l'opposition, mais je ne veux pas être juste dans l'opposition. Voilà une proposition. Celle-là, elle est pragmatique, elle peut marcher. Quittons ces postures. L'augmentation du chômage qui entraîne une explosion des bénéficiaires des minima sociaux. On va parler du RSA qui a été créé il y a 5 ans, jour pour jour. C'était pour remplacer le RMI et inciter les demandeurs d'emploi à retrouver le chemin du travail, même si c'était pour un emploi moins bien payé, puisque le RSA faisait le complément dans certains cas. Faut-il réformer le CSA parce que beaucoup de gens ne le demandent pas? Le RSA, j'ai dit quoi? Le CSA. Ah, excusez-moi. Le RSA, parce que beaucoup de gens renoncent parce que les démarches sont compliquées. Faut-il réformer le RSA? Là encore, moi j'aime bien que les choses soient claires et directes. Le RSA ne marche pas. Et il ne marche pas pourquoi? C'est ce que j'avais dénoncé il y a déjà 5 ans. Il ne marche pas parce que c'est un outil d'assistanat et ça n'est pas un outil de retour au travail. Le problème pour moi au niveau du RSA, il est à 3 niveaux. D'abord, le premier, il y a beaucoup de fraude. On ne peut pas considérer que c'est anecdotique. Alors, il y a des fraudes, mais il y a aussi les gens qui ne vont pas chercher le RSA parce que c'est compliqué. C'est pour moi les deux sont liés. C'est-à-dire qu'un système qui est mal paramétré aboutit à quoi? D'une part, il y a des gens qui tirent sur la corde, alors qu'ils n'en ont pas vraiment besoin. Et d'autre part, il y a des gens qui, eux, en auraient besoin et qui ne le demandent pas. Ça veut dire quoi? Il faut abandonner le RSA? Non, ça veut dire que pour moi, il faut le refondre de fond en comble. Et on en vient aux 2 problèmes. Le deuxième problème, c'est quoi? C'est qu'il y a des droits, mais il n'y a pas de devoirs en face. Il y a un outil qui est un outil de prestation sociale, mais qui n'est pas paramétré pour faire du retour au travail. Dans ma ville du Puy-en-Velay en Haute-Loire, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire en sorte que les personnes qu'on aide, en contrepartie, on leur dise « prenez aussi un travail ». Mais c'est aussi un peu ce que fait le RSA quand même, puisque le RSA vient en complément d'un travail à temps partiel, par exemple. Ça, pardon, c'est que des mots. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun accompagnement derrière. La réalité, c'est que le RSA, c'est principalement un chèque qu'on verse chaque mois, sans essayer de ramener les gens en direction du travail. Et puis le troisième problème, qui est quand même aussi un problème majeur, c'est que quand vous additionnez le RSA et toutes les prestations sociales, et que vous comparez avec ce que gagne quelqu'un quand il est au travail, à la fin du mois, il n'y a quasiment plus de différence. Et ça, c'est un problème majeur. Le père du RSA, qui avait été soutenu d'ailleurs par Nicolas Sarkozy, c'est Martin Hirsch. Alors vous vous étiez opposé à lui, notamment, et il dit qu'à l'époque, il y avait des parlementaires, des membres du gouvernement, qui pensaient que le RSA, ça allait exploser, et qui avaient dit, nous allons être débordés par la demande, voilà pourquoi il faut mettre des verrous et le rendre compliqué. Finalement, est-ce que vous ne portez pas une partie de l'échec du RSA? Oh non, moi, vous savez, je suis pour que les choses soient très simples. Et je suis notamment pour que, quel que soit le cas de figure, les prestations sociales ne permettent pas de gagner autant que quand on travaille. Parce que sinon, quelqu'un qui part d'une situation où il ne travaille pas et qui se remet à travailler, il est juste découragé quand il voit sa feuille de salaire à la fin du mois. Pour moi, c'est ce problème-là le problème essentiel et il n'y en a pas d'autre. Tout le reste, c'est un peu des arguments techniques administratifs. C'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est quelle valorisation pour le travail dans la société française. Pour vous resituer dans le débat, vous avez créé au sein de l'UMP la droite sociale. Alors certains pensent que vous êtes plus libéral que social. C'est le cas de Guillaume Balas, qui est député européen PS depuis dimanche dernier. Il a du mal à vous suivre et il vous pose une question. Bonjour Laurent Wauquiez. Nous faisons partie de la même génération et nous croyons ensemble que l'Europe n'est pas une religion, n'est pas un dogme et qu'on a le droit de la critiquer, surtout si on veut la changer pour qu'elle survive. Le problème est le suivant, c'est que vous dites qu'il faut une Europe plus politique, une Europe où la puissance publique intervient plus dans l'économie, mieux dans la société, régule plus les flux, notamment financiers. Et pourtant, vous, en France, vous êtes membre d'un parti, l'UMP, vous portez une sensibilité au sein de l'UMP qui est extrêmement libérale, qui veut toujours plus de concurrence, toujours moins de droits pour les salariés, moins de protection sociale, moins de services publics, parce que vous croyez au libéralisme. Alors, cette Europe
Laurent Wauquiez, n'est-elle pas le modèle de ce que vous proposez en France aujourd'hui? Laurent Wauquiez, comment surmontez-vous aujourd'hui cette contradiction? Je vous laisse répondre. Ma réponse, elle est très simple. Moi, je crois au travail. Je crois à la place des classes moyennes dans la société. Je crois au fait que si on veut que les gens soient embauchés, il ne faut pas assommer les entreprises de charge. Et je crois au fait que l'Europe est beaucoup trop libérale et beaucoup trop ouverte dans ses frontières. Et qu'on est la seule zone géopolitique au monde à le faire. Au fond, on laisse les produits chinois rentrer dans notre continent sans le moindre contrôle, alors qu'à l'inverse, la Chine, le Japon, le Brésil, les États-Unis mettent un certain nombre de protections. Mais à l'inverse, comme disait Guillaume Balas, vous critiquez aussi les freins à l'embauche en France, les lourdeurs administratives. Ce que je critique surtout par rapport à sa question, c'est que l'Europe ne fait pas assez de protectionnisme européen. Et on a besoin à un moment aussi de pouvoir se protéger. Et au fond, de dire, quand on a le choix entre un produit européen et un produit étranger, c'est quand même pas totalement sot d'essayer de donner la priorité aux produits européens. Ça, c'est pas du libéralisme. Vous êtes aujourd'hui dans l'opposition, vous n'avez pas à gérer directement les difficultés du moment, c'était il y a quelques mois, quand vous étiez ministre, mais pour l'instant, on se demande ce que pourrait faire l'UMP si elle était au pouvoir. En tout cas, à l'UMP, tout est à refaire pour l'instant. Cécile Cornudet, éditorialiste aux Échos, nous rejoint. Bonjour Cécile. Bonjour Francis. Bonjour Laurent Wauquiez. Bonjour Madame Cornudet. Alors vous incarnez ce qu'on pourrait appeler la génération décomplexée de l'UMP. Oh là. Décomplexée sur le plan des idées, fermement ancrée à droite, décomplexée dans l'affichage des ambitions. Ces derniers mois, par exemple, vous avez été très dur sur Jean-François Copé, comme si vous vous prépariez à une éventuelle succession à la tête de l'UMP un jour. Et finalement, au bureau politique de mardi dernier, lorsque Jean-François Copé a été acculé à la démission, vous n'avez pas été parmi les plus offensifs. Comment vous avez vécu ce moment? Je vais vous dire, je pense que, comme tous les Français, la semaine qui vient de s'écouler est juste catastrophique. Parce qu'on abîme la politique et que les Français n'ont plus d'espoir dans la politique. Moi, j'ai un cap, et vous l'avez rappelé, je n'en ai jamais changé. C'est que s'il n'y a pas d'intégrité, d'honnêteté dans la politique française, les gens ne peuvent pas y croire. Et qu'à un moment où vous demandez des efforts aux gens, si les politiques ne se l'appliquent pas eux-mêmes, ça ne peut pas fonctionner. Au nom de l'intégrité, il fallait qu'ils partent. C'est ce que j'ai toujours dit, je n'en ai pas changé. Par contre, ce que j'aime pas, c'est ceux qui, à la fin, jettent la dernière pierre et qui, alors qu'ils ont fermé les yeux pendant des mois et des mois, tout d'un coup se réveillent et sortent toutes les critiques. J'ai un cap, j'ai toujours clairement dit mes différences avec Jean-François Copé, je les ai assumées jusqu'au bout, je n'en ai jamais changé. Pour moi, ces questions d'intégrité, de morale, d'exemplarité sont des sujets sur lesquels on ne peut pas fermer les yeux. Dans ces moments-là, on pense au regard des militants qui doivent se dire mettre à mort comme ça un homme politique, quand le parti est déjà tellement secoué, il faut faire attention. Vous savez, surtout ce à quoi je pensais, ça va vous sembler tout bête, mais je pensais à mes grands-parents, qui, quand j'ai commencé à faire de la politique, m'ont dit, il y a une seule chose que je te demande, c'est de rester intègre et honnête. Et je pense que la politique française n'y arrive pas, et que ça, c'est notre drame. Les Allemands y arrivent, les Suédois y arrivent, les Anglais y arrivent. Et pourquoi? Pourquoi en France on n'y arrive pas? Parce que je pense que la France s'est accommodée de ces scandales financiers à répétition et qu'elle n'a pas d'outils juridiques suffisamment de contrôle. Et j'essaye d'être en conformité avec ce que je pense. J'ai voté la loi sur le contrôle de la transparence. C'était une loi portée par la gauche. Pour moi, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que sur ces questions-là, on doit absolument faire le ménage. Et il y a un ménage à faire dans la politique française, il faut le dire. La direction transitoire qui a été mise en place, elle vous paraît régulière? Est-ce que le vote qui a été annoncé du bureau suffira pour l'imposer pendant 5 mois? Écoutez, arrêtons de mettre du feu partout. Le parti, vous l'avez très bien dit, va mal. Cette direction provisoire, elle permet au moins de ramener un peu de sérénité, un peu de calme. Donc jouons le jeu. Elle est juste provisoire. Donc essayons chacun de jouer le jeu. Il y aura une élection qui est pendant une période transitoire 3 personnes qui essayent de remettre un tout petit peu de sérénité. Pas n'importe qui, 3 anciens premiers ministres quand même. Oui, bien sûr, et tant mieux. J'ai envie de dire, si jamais pendant quelques mois ça permet de stabiliser les choses, de sortir de ces images d'appareils catastrophiques, tant mieux. Je demande juste que tout le monde joue le jeu et qu'on arrête de rajouter les divisions aux divisions. Avant de voir ce que vous feriez et ce que vous ferez dans les semaines qui viennent, juste un mot, parce que il y a eu les affaires dont Cécile va parler, l'affaire Big Malion notamment, et il y a eu les confessions de Jérôme Lavrieux, directeur de cabinet de Jean-François Copé, qui a été élu député européen dimanche dernier, et qui bénéficie de l'immunité parlementaire. Doit-il démissionner? Je plaide pour l'honnêteté et la transparence, et je vous dirais non, pas de problème, Jérôme Lavrieux doit rester député européen. Évidemment qu'il doit démissionner. Mais je ne doute pas un instant qu'il le fera de lui-même.
Il est allé sur les caméras de télévision reconnaître sa responsabilité dans cette affaire de fausse facturation. Je ne doute pas qu'il va évidemment en tirer les conséquences et qu'il démissionnera de son mandat de député européen. Et s'il ne le fait pas, il faut le pousser vers la démission? S'il ne le fait pas, enfin pour moi c'est évident que le Parlement européen doit de lui-même le considérer comme le remettant à la justice. Il a de lui-même avoué sa responsabilité. Donc là on n'est même pas sur une question de présomption d'innocence. Les proches de Nicolas Sarkozy commencent à dire que Nicolas Sarkozy pourrait revenir plus tôt que prévu dans le jeu, voire reprendre le parti à l'UMP. Or, vous parliez d'intégrité, mais c'est maintenant la campagne présidentielle de 2012 qui est sous l'œil de la justice. Est-ce que ça vous paraît une bonne idée? Moi, je vais vous dire, ce qui me paraît une bonne idée, c'est que dans cette période, on a besoin de tout le monde. Tout le monde, ça veut dire y compris Nicolas Sarkozy. Et qu'on essaye de se rassembler plutôt que... C'est le rassembleur. Je pense qu'on a besoin tous de se rassembler, tout le monde. Qu'on est dans une période où on a besoin de fédérer toutes les énergies, on a besoin aussi de se remobiliser, parce que vous l'avez dit, notre voix n'est plus assez audible, c'est une opposition qui ne fait parler d'elle qu'à travers des affaires et des scandales financiers. Mais Nicolas Sarkozy est-il le rassembleur, demandait Cécile? Pour moi, on a besoin de se rassembler tous, ça veut dire y compris Nicolas Sarkozy. Non mais est-il le rassembleur? C'est pas la même chose. J'ai répondu, et j'y réponds très simplement, on n'a pas besoin d'un rassembleur, on a besoin tous de se rassembler. Donc il est un parmi d'autres. On a besoin de tout le monde. Voilà. Et on a besoin de Nicolas Sarkozy comme de tout le monde. La nouvelle génération, Nicolas Sarkozy, ce trio d'anciens premiers ministres, toutes les énergies sont bonnes. Justement, il y a un profil de rassembleur, a priori, contre lequel vous êtes très dur. C'est Alain Juppé qui tend un petit peu la main au centre dans cette période en se disant maintenant le véritable enjeu, c'est barrer la route à Marine Le Pen pour le second tour de la présidentielle, donc être le plus possible unis. Pourquoi est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut être le plus possible unis à droite? La droite peut-être se permet d'avoir plusieurs candidats au premier tour de la présidentielle. Je voudrais bien qu'on prenne un peu de champ. On a vu le chômage, le RSA, le scandale à Calais, une France qui au fond est la tête à l'envers. Et où les électeurs nous ont dit au moment des européennes, on veut que ça change. Et nous, la réponse qu'on apporterait, c'est une réponse de petites alliances de partis, considérant à dire, c'est de la petite politique pour moi. Ou de grandes alliances, disait Cécile. C'est de la petite politique. Parce que c'est de la politique d'alliance partisane. Moi, la question qui m'interroge, c'est pas celle-là, c'est qu'est-ce qu'on dit aux Français. Il y a des sujets majeurs sur lesquels on doit prendre position. Plus de régulation sur l'immigration, une meilleure valorisation du travail, un système social dans lequel on est capable de tendre la main à ceux qui en ont besoin et de corriger les abus qu'on n'est plus capable de financer. Ça, c'est des vraies questions. Et ce qui me gêne, c'est que j'ai le sentiment qu'au fond, parce qu'ils n'acceptent pas le message des européennes, un certain nombre de personnes tournent le regard en disant « Ouh là là, il y a des thèmes qu'on n'a pas envie de traiter ». Tournons-nous pudiquement vers le centre. Peut-être que la donne a changé au soir des européennes. Avant, c'était est-ce que l'UMP doit être plus à droite ou plus au centre? Maintenant, il faut absolument qu'elle soit les deux à la fois. Et comment on peut être les deux à la fois? C'est pas ça la vraie question? Cécile Cornudet, il n'y aura pas de réponse d'appareil de parti à une crise de valeurs. La France est dans une crise de valeurs. Ce qu'elle attend de l'UMP, c'est qu'elle soit elle-même, c'est-à-dire qu'elle assume ses valeurs et ses convictions de droite. Ni plus, ni moins. Et ce que je pense, c'est que nous avons échoué pas parce qu'on en a trop dit, mais on a échoué parce qu'on n'en a pas assez fait. Et je milite, parce que c'est mon obsession, pour une droite qui assume sereinement, tranquillement, sans agressivité, ses valeurs, ses idées. Et je crois que c'est ce que les gens attendent de nous. Est-ce que Bayrou soit candidat à la présidentielle? En 2007, on avait fait une belle campagne, avec des beaux thèmes. Ça n'avait pas empêché... En 2007, on a gagné. Ça n'avait pas empêché de se rassembler ensuite avec les électeurs du centre. La situation économique n'est pas la même. Mais pour moi, toujours, la première question quand on fait de la politique, c'est qu'est-ce que vous croyez? Quelle est votre colonne vertébrale? Et pour le dire bien, est-ce que vous serez candidat au congrès d'octobre? Cécile Cornudet, vous voyez les thèmes qu'on vient de balayer, dans lesquels il y a juste un gigantesque écœurement des Français par rapport à tout ça. Ce qui est le bal des égaux, les petites annonces de candidature. Non mais vous pouvez répondre, peut-être. Je réponds simplement, pour moi, c'est pas d'actualité. Bon, voilà. Cécile, merci d'être venue sur le plateau de 12-13 dimanche. On va parler de la réforme territoriale maintenant, parce que François Hollande veut aller vite pour le regroupement des régions, la fin des conseils généraux aussi. Il pourrait dévoiler les contours précis de la réforme dès les jours qui viennent, lundi ou mardi. Est-ce une réforme urgente, d'après vous? Si on regarde cette carte, où est l'État? Où est la place de l'État? Ce qui me gêne là, c'est qu'on a une espèce de fuite en avant, où on se dit au fond, comme l'État n'est plus capable d'assumer ses missions, on va tout transférer à des gigantesques régions, comme si les collectivités locales, c'était le début et la fin, l'apanage de tout. Il y a des sujets que je voudrais poser. Est-ce que c'est normal qu'en France, l'aide pour les personnes âgées dépende de chaque département, avec des différences sur chaque département? Moi, je pense que ça dépend de l'État. Est-ce que c'est normal que la formation professionnelle ne dépende que des régions et qu'il n'y ait pas une politique nationale? Et là, ce qui me met mal à l'aise,
c'est qu'on a une réflexion qui est uniquement en termes de décentralisation, de région, de département, et qu'on ne réfléchit pas à ce qui est la place de l'État. Moi, je crois à la vocation de l'État en France. Mais cette réforme, quand elle sera amenée devant l'Assemblée nationale, vous la voterez ou pas? Je demande à voir, et je demande à voir ce que ça va donner. Si c'est des gigantesques régions, dans lesquelles, au fond, on a un État peau de chagrin, qui n'existe plus, qui ne permet plus d'avoir une cohésion territoriale, qui n'assure plus de solidarité nationale, je voterai contre. En revanche, il y a des solidarités de région. Regardez, votre région, par exemple, l'Auvergne. Belle région. Oui, je dis pas le contraire. contraire. Avec du tempérament. Pourrait être rejointe. Et des gens qui sont capables d'économiser l'argent. Oui, ça se dit. Et unie avec Rhône-Alpes. Vous Oui. seriez favorable à ce regroupement Auvergne-Rhône-Alpes? En tout cas, je suis favorable à ce que l'Auvergne se rapproche de Rhône-Alpes, parce que c'est un territoire qui est dynamique. Et aujourd'hui, et ça c'est vrai, là vous avez une superbe vue du Puy-en-Velay. C'est ma ville. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ces frontières administratives régionales aboutissent à des absurdités. Par exemple, un étudiant de chez moi qui va étudier à Lyon n'a pas accès aux mêmes bourses qu'un étudiant de Saint-Étienne qui va étudier à Lyon. Ça, c'est des absurdités. Donc Rhône-Alpes-Auvergne, c'est un mariage qui peut se faire. Rhône-Alpes-Auvergne, ça a du sens, mais reste pour moi cette question de fond. Les régions, ça ne résume pas ce qu'est la France. D'accord. Alors, dans il y a la les République régions, française, il y a aussi l'État. Et il y a aussi les départements, les conseils généraux qui vont être supprimés. Depuis des années ou des mois, l'UMP dit pour faire des économies, il faut effectivement supprimer les départements. Voilà que c'est proposé par le gouvernement. Et que voit-on? Ce sont des élus UMP, notamment, pas seulement, mais aussi des départements qui disent on n'en veut plus. Est-ce qu'il n'y a pas un double discours là? Vous avez raison, soyons pas incohérents. Mais en revanche, acceptons de poser les questions, pas d'un point de vue éloigné, mais pour la vie des gens. Ceux chez moi qui sont au Puy-en-Velay et en Haute-Loire, ils auront toujours besoin de l'aide pour les personnes âgées. Qui va s'en occuper? Est-ce qu'il faudra qu'ils aillent à Lyon pour s'en occuper? Quelle sera la structure de proximité? Ceux qui auront besoin d'un financement pour leur formation professionnelle, qui va s'en occuper? Et donc, alors qui doit s'en occuper? La question pour moi que je pose, c'est qu'il ne s'agit pas de faire un claquement de doigts en disant on va supprimer les départements. Il y a des politiques publiques derrière. Et donc ce à quoi je suis attaché, c'est qu'on garde une structure de proximité. Pour moi, ce n'est pas important que ce soit le Conseil général ou pas le Conseil général. Ce que je veux juste, c'est qu'on n'aboutisse pas à déshumaniser le fonctionnement de la République française et que les gens, pour la moindre démarche administrative, aient 3 heures de route à faire. Ça, ce serait mauvais. Pour revenir à cette réforme, s'il y a blocage, parce qu'apparemment François Hollande veut en faire un des symboles de son quinquennat, certains disent qu'il faudrait pourquoi pas passer par un référendum. Vous seriez favorable, vous, à un référendum? Pourquoi pas? On parle quand même de la République. Là, l'organisation dont on parle, ça remonte à Alors, est-ce qu'il faudrait un référendum national par région? La question se pose. Non, ce que je pense juste, c'est qu'il n'est pas illégitime que les gens soient consultés. Il faut quand même avoir conscience de, quand on affiche cette carte, et notamment quand on revient sur les départements, on revient sur quasiment 3 siècles d'organisation française. Pas les régions, mais les départements. Ce n'est pas un petit sujet. Vous ne craignez pas le grand déballage? Les rancœurs régionales, historiques qui renaissent, etc. Moi, je crains jamais qu'on demande son avis aux Français. J'ai la même idée pour l'Europe, la même idée pour les départements. Consulter les Français sur des sujets aussi importants, c'est toujours une bonne chose. Et n'ayons pas peur. Cette espèce de syndrome d'une politique française qui croit que voilà, les Français ne sont pas capables de décider, qui donneront un autre avis à la question, c'est pas vrai. Les Français sont suffisamment adultes, ils sont capables de se prononcer évidemment sur ces sujets. On va terminer par une image, c'est la visite de François Hollande jeudi dernier aux joueurs de l'équipe de France de football qui se prépare au mondial au Brésil dans 15 jours. Qu'est-ce que vous y voyez dans cette image? Une belle image d'un pays uni derrière son équipe nationale? Je ne sens pas les joueurs de foot totalement captivés, si je peux me permettre. Oui, bon. je vais être simple, j'ai pas envie de critiquer ça. Comment il puisse y avoir quelques endroits qui fédèrent tout le monde, le foot, que le président de la République française, au moment où ils vont aller porter nos couleurs au Brésil, vienne adresser un message de la nation, ça me va. Et moi, je crois aussi à ce drapeau, je crois aussi à la nation, je crois à la fierté du maillot. Et comme j'adore le foot, ça me dérange pas. En 1998, on se souvient que la victoire des Bleus avait eu des retombées économiques en France. Ça avait boosté un peu l'économie. Jacques Chirac avait bénéficié d'un regain de popularité. Vous pensez que ça peut arriver aussi à François Hollande? J'aime pas qu'on mélange le sport et la politique. J'adore le sport, j'en fais moi-même, je suis un grand supporter des Verts. J'aime bien courir à pied, je fais des marathons. Mais je ne mélange pas ça. Je ne demande pas aux gens de voter pour moi parce que je soutiens tel club de sport ou parce que je fais du sport. Ayons juste la décence, on les soutient, ils portent notre maillot, c'est toute la République qui est derrière eux, et tant mieux. Bon, on verra ce que ça donne dans un mois. Merci Laurent Wauquiez d'avoir accepté notre invitation. Pardon. Dans 12-13 dimanche, n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur notre compte Twitter. Et il est l'heure de faire le point sur l'actualité de ce dimanche avec Stéphane Père. Bonjour Stéphane. Bonjour Francis, bonjour à tous. L'information de la matinée, c'est l'arrestation d'un Français soupçonné d'avoir tué 4 personnes la semaine dernière au musée juif de Bruxelles.